Je me nomme Albert Richard Macon. Je suis né le 3 novembre 1979 à la maternité l'hôpital central de Yaoundé, donc j'ai 42 ans. Je suis né dans une fratrie de 7 enfants, 7 enfants du même lit, parce qu'entre-temps, mon père a eu une autre progéniture en dehors de mes frères et sœurs. Donc nous sommes plutôt nombreux, comme on a l'habitude de dire chez nous au Cameroun. J'ai fait une partie de mes études primaires à Yaoundé, à l'école Hygiène Mobile, ça s'appelait comme ça, en face de l'actuel lycée Leclerc. Puis je suis arrivé à Berthois en 1987, alors que mon défunt père y était affecté comme directeur adjoint du centre de jeunesse et d'animation de Berthois, conseiller principal de jeunesse et d'animation qu'il était. Et puis en 1988-1989 à Batouri, qui est en réalité ma ville de cœur, parce que j'aime me présenter comme un enfant de l'Est. Je suis un enfant de Batouri. J'ai obtenu mon CEP. Je suis entré en sixième en l'année 1991-1992. Et j'ai fait tout mon cycle secondaire au lycée de Batouri. Il n'était pas encore lycée classique. Et j'ai obtenu mon baccalauréat en 2000. Donc en 2000, je fais mon entrée à l'université de Yaoundé 2. Il faut dire que pendant tout mon cycle primaire et secondaire, j'étais un élève plutôt moyen, pour ne même pas dire quelque part un peu médiocre. Et mes résultats, en fin de chaque année, étaient toujours un moment de grande hantise pour mon père, qui, de regretter mémoire, était quelqu'un de particulièrement brillant et très intelligent. Il avait été quelqu'un qui avait grandi dans des circonstances extrêmement difficiles. Il s'était forgé une réputation de bagarreur, mais de quelqu'un qui s'était battu pour devenir ce qu'il avait été. Et c'était quelqu'un qui était très travailleur, malgré le fait qu'il soit doué d'une intelligence très vive. Et donc, l'opposition entre nous était très flagrante. Il me regardait, moi, en tant que premier-né, avec un regard de grande déception. Et je le regardais toujours à chaque fois que je ramenais mon bulletin à la fin d'année, avec un air dépité. Et donc, tellement il m'avait dit que je n'étais pas brillant, que j'avais fini par intégrer que je n'étais pas quelqu'un de brillant et que je n'avais pas besoin de faire d'efforts particuliers puisque réussir par l'école n'était pas ma voie, n'était pas ma destinée. Et donc, j'entre en sixième en l'année 2000, à l'université de l'année 2000, après avoir eu un parcours secondaire particulièrement chaotique. Je n'ai pas repris de classe particulièrement, mais j'avais des résultats qui étaient toujours très en deçà des attentes à la fois de mes parents, mais aussi du corps enseignant. Je ferai une rencontre en classe de terminale qui est déterminante pour moi. C'est mon professeur de mathématiques qui s'appelait M. Ndongfak, qui, alors que j'étais le capitaine de l'équipe de basketball du lycée, arrive un jour pendant les interclasses et par hasard, il arrive et nous trouvons en train de jouer au basket. Il s'arrête un moment et me voit prester et il reste jusqu'à la fin du match. Et il est assez surpris par le talent que j'avais à l'époque, parce que j'étais particulièrement doué. Et il attend à la fin du match et me demande comment est-ce que je peux être aussi doué dans un domaine et ne pas être brillant à l'école. Il me dit, c'est pas possible. On ne peut pas être aussi doué. Quand je vois ce que tu fais, il est impossible que tu sois un enfant bête. Je crois que tu t'es simplement laissé aller à ce que tu as eu l'habitude d'entendre, que tu n'étais pas brillant, et tu as fini par croire en ce qu'on te disait. Moi, je pense que tu es quelqu'un de très intelligent, mais peut-être que tu n'es pas bien orienté. Ça a été un déclic pour moi. Et finalement, mon année de terminale est une grande surprise pour la plupart, à la fois de mes proches et du milieu pédagogique, parce qu'au premier trimestre
de ma classe de terminale. Je suis le premier de la classe avec 13,58, alors que j'avais 0 en mathématiques. Et pendant toute l'année, j'ai plus été premier, mais j'avais quand même, de façon surprenante, toujours des notes qui étaient au-dessus de 12. Et donc, ma réussite au baccalauréat n'a pas été une surprise parce que j'avais commencé à surprendre mon environnement depuis le premier trimestre. J'entre donc à l'université pour faire le droit. D'abord parce que j'avais été très influencé par mon professeur de philosophie qui s'appelait Sophos. On l'avait surnommé Sophos, Ndian Vundi, mon professeur de philosophie. J'avais été très marqué par un chapitre de la philosophie qui était consacré à la justice et au droit. Je crois que ce cours de justice et droit m'a fortement influencé. Finalement, j'ai choisi de faire le droit à l'université. Mais j'étais toujours très influencé par mon amour pour le basketball. J'entrais à l'université davantage parce que je voulais acheter ma liberté. Je voulais être loin des parents qui étaient restés à l'Est. Et j'étais obligé de venir faire l'université à Yaoundé, là où on avait la maison familiale. Et je suis pas allé à la maison familiale. Mon petit frère et moi, on a pris, mon petit frère Stéphane et moi, on a pris notre chambre à soi. Et c'était pour nous le moment de la liberté. Je voulais faire du basketball professionnel. Mais il y a eu un autre aléa qui n'avait pas été dans mon calcul. Je me fais opérer de l'oreille pendant que je viens d'obtenir mon baccalauréat. La première année, je ne peux pas jouer au basket. J'essaye de recommencer à jouer au basketball en deuxième année et je subis un choc lors d'un entraînement. Je suis obligé de me faire opérer de nouveau. Et c'est pratiquement à ce moment-là que j'abandonne quasiment le basketball de compétition et que je me retrouve à faire finalement le droit par dépit. Je reprends la deuxième année à l'université la plupart de mes amis entrent en troisième année. Je suis obligé de passer la deuxième année à soi alors que je n'ai qu'une seule matière. J'ai le droit des obligations 2 qui passe au second semestre. Et au premier semestre, j'ai le Law of Contract qui m'avait un peu saigné lors de ma deuxième année. Donc, j'ai 2 matières toute l'année que je passe à flâner. C'est à ce moment-là que je suis très intéressé à la fois par la figure de Mandela par la dimension politique de l'activisme estudiantin. Quand j'entre donc en licence, je suis déjà très influencé par les mouvements politiques dans les campus. Et l'année qui suit, j'entre en maîtrise. En 2005, je deviens le président de la mutuelle de droit public. Donc, à l'époque, on entrait en licence de droit et c'était au second semestre de l'année qu'on choisissait entre le droit public et le droit privé. Et quand j'entre en maîtrise donc pour faire droit public, je deviens le président des étudiants de la mutuelle de droit public. C'est grâce à cette position que je deviens purement privilégié et un acteur des grèves de 2005 en étant l'un des leaders de la grève de la revendication estudiantine à l'université de Yaoundé 2. C'est aussi grâce à cette position, il faut l'avouer, que moi-même et certains de mes camarades, nous faisons recruter comme personnel administratif à l'université de Yaoundé 2 en fin de 2005 et nous prenons fonction en avril 2006. Avril 2006 aussi, je suis déjà en 2A à l'époque et nous passons pratiquement 2 ans sans faire cours parce qu'il y a des oppositions entre certains de nos responsables sur la division ou non du département de droit public. Certains défendent l'idée de ce qu'il faudrait un seul département de droit public, certains défendant la spécialisation avec un département de droit public interne et un département de droit international et communautaire. Je crois que ça a été l'une des raisons d'un de mes retards, là un retard qui n'était pas dû à mon fait, pas à mon incompétence cette fois-là. Finalement, c'est en 2010 que j'obtiens mon 2A et que je suis sélectionné en thèse de doctorat. Entre-temps, grâce à l'entremise de mon père administratif,
le professeur Jean Tabimanga, qui me recrute à l'époque comme personnel administratif et qui insiste pour que je sois inscrit en thèse à l'université d'Udine, où je bénéficie d'une inscription en thèse pour faire une thèse dans le cadre du droit comparé Union européenne, CEMAC, en l'occurrence sur les politiques éducatives. J'ai donc cette thèse-là qui, malheureusement, n'est jamais allée à bout du fait des moyens financiers. J'étais obligé souvent de faire le déplacement d'Udine chaque année, ce qui n'était pas évident. Et finalement, je priorise mon inscription en thèse à l'université de Yaoundé 2. En 2010-2011, 2012, j'ai un premier sujet de thèse qui porte sur justement le droit communautaire, mais là dans une dimension essentiellement locale. Mon premier sujet de thèse portait sur la contribution de l'éducation à l'intégration sous-régionale locale de la CEMAC, parce que pendant que j'étais personnel administratif, j'avais été par l'entremise du recteur recruté au secrétariat de la conférence des recteurs des universités de la CEMAC et des présidents des organismes de recherche, ça s'appelle la CRUROAC, où j'ai officié au secrétariat pratiquement pendant 4 ans, à partir de l'année 2006, à partir de la conférence du Sébrévira en Djamena, puis Yaoundé en 2007, Bangui en 2008 et Brazzaville en 2009, j'ai assuré le secrétariat de la conférence des recteurs. C'est comme ça que je suis donc intéressé par la problématique de l'intégration sous-régionale dans une perspective de l'enseignement supérieur. Je travaille sur ce sujet de thèse pratiquement pendant 2 ans, jusqu'à ce que je n'y trouve plus d'intérêt. Et mon directeur de thèse, le professeur Jean-Louis Atangana Mougou, que je vais rencontrer alors qu'il est directeur adjoint de l'URIC, je lui exprime la difficulté que j'ai avec ce sujet, qu'il ne me branche plus alors que j'avais une importante documentation du fait de la position administrative que j'avais à l'époque. Et il me demande de prendre quelques temps de repos. Il me dit qu'après le 2A, j'ai directement enchaîné avec la thèse, et que je n'avais pas eu le temps vraiment de mettre les choses en perspective et qu'il était peut-être important que je prenne quelques jours ou quelques semaines de repos afin que je voie si finalement c'est le sujet qui est le mien ou il faudrait que je le change. Et le jour où je reviens après les 3 mois de repos que je m'étais donné, le rencontrer à son bureau, je venais en réalité lui dire que je n'avais pas retrouvé la flamme qui me permettait de conduire ce sujet à bout. Je l'ai trouvé ce jour-là, il discutait avec une de ses cousines qui était venue lui rendre visite et qui venait lui poser un problème qui était en rapport avec les flux de capitaux. Je pense qu'elle faisait une étude sur cette problématique et avait besoin de ses lumières en tant qu'internationaliste sur la question. Et c'est comme ça que l'idée me vient que j'ai fait une lecture récemment sur les flux de capitaux, sur la problématique des investissements. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être intéressant de choisir une thématique sur le droit international économique? Parce qu'entre-temps, j'avais été personnel administratif affecté au Centre d'études et de recherche en économie et gestion, le CEREG, de la Faculté des sciences économiques et gestion de l'Université de Yaoundé 2, sous l'autorité du professeur Henri Ngouatabi, qui était alors le directeur de ce centre. Et à côté de lui, j'ai été très influencé par les questions économiques. C'est ainsi donc que, sans m'y être vraiment préparé, lorsque sa cousine s'en va, il me demande alors, fiston, comme il aime à m'appeler, finalement, tu travailles toujours sur la problématique de l'intégration ou tu as trouvé un autre sujet? Je lui dis que, professeur, je pense que je vais travailler sur la question des investissements. Il me dit, ah, c'est une thématique qui est très actuelle, est-ce que tu as déjà un sujet? Je dis, c'est encore très vague, donnez-moi quelques jours pour vous proposer une formulation. C'est ainsi donc que finalement le sujet de la sécurisation, d'ailleurs au départ c'était la protection des investissements étrangers en droit camerounais, arrive et que je vais travailler sur cette problématique de 2012 en 2016. Je soutiens finalement ma thèse à l'université de Yaoundé 2 le 10 décembre 2016 et je peux dire que je suis aujourd'hui au début de ma 5e année de sacerdoce. Donc, je suis docteur de l'université de Yaoundé 2 depuis le 10 décembre 2016 et j'ai été recruté en remplacement numérique par la volonté du professeur Magloire Ondoa à l'université de Douala, alors que j'avais été déçu du recrutement qui avait été initié par le chef de l'État en 2018.
j'ai été finalement recruté parce que le professeur Magloire Ondoa l'a voulu à l'université de Douala, où je suis officiellement assistant à la faculté des sciences juridiques et politiques depuis le 20 janvier 2020. Ça fait donc 1 an et quelques jours seulement. Mon parcours m'autorise à dire que le génie n'existe pas. Ou bien le génie est un attribut de l'homme, de tout homme. Albert Einstein a dit tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est stupide. Je l'ai expérimenté personnellement et je suis arrivé à la conclusion que il n'y a pas de gens qui sont des génies et ceux qui ne le sont pas. Chacun est un génie, mais il est un génie dans un domaine particulier. Et c'est l'orientation, c'est la construction sociale, c'est l'environnement qui nous prédestine à mettre à profit notre génie ou à expérimenter notre génie de la meilleure des façons. C'est l'environnement dans lequel nous sommes qui détecte nos talents, qui détecte nos mérites et qui nous met en capacité de pouvoir exprimer notre génie de la meilleure des façons. Mais bien qu'il y ait des différences de sommation et que la naissance nous prédestine chacun à des qualités différentes, chacun a un génie dans un domaine particulier et c'est ce que j'ai fini par comprendre avec le temps. Je n'étais pas cancre en réalité, j'étais simplement mal orienté. J'avais quelques talents pour ce qui était des langues, de la philosophie, de l'anglais, alors que j'étais très limité pour ce qui était des sciences qu'on appelle des sciences dures. J'étais très faible en mathématiques, en physique et en chimie. Alors que j'avais quelques prédispositions dans les langues et dans les humanités. Je crois que si cela avait été rapidement détecté par mon environnement, j'aurais eu certainement un processus de formation qui devait insister à mes capacités sur les matières sur lesquelles j'étais faible, en me mettant aussi dans des meilleures conditions pour mieux exprimer mon génie dans les matières pour lesquelles j'avais des prédispositions initiales. Je pense que le génie est une construction sociale, tout le monde est un génie, mais tout dépend de l'environnement dans lequel on est. Si on est dans un bon environnement, on peut plus facilement détecter les domaines dans lesquels on a un génie et pouvoir mieux l'exprimer. Et c'est ce que je dis toujours à mes étudiants parce que j'ai commencé à enseigner très tôt. J'ai été associé dans le processus pédagogique à partir de 2014, alors que j'étais inscrit en thèse. J'ai commencé à dispenser, à participer aux travaux dirigés et j'ai commencé à dispenser mon premier cours en 2016, alors que je finissais à peine la soutenance de ma thèse. Depuis 2017, je suis titulaire du cours de droit des investissements en master politique et négociation commerciale multilatérale à l'université de Yaoundé 2, cours que je dispense depuis 2017. Donc, ça fait aujourd'hui 4 ans que je dispense ce cours. Et depuis 2 ans maintenant, je suis titulaire de cours au Training Policy Center in Africa, le TRAPCA à Arusha, où je dispense depuis 2 ans politique de concurrence, droit et développement. Je dispense aussi fondements juridiques du commerce international. Et depuis quelques mois, je dispense les droits de la propriété intellectuelle liés au commerce et développement. C'est les 3 cours que je dispense à l'étranger. À côté de cette activité pédagogique, je suis aussi formateur en leadership. Depuis 2018, je suis leader compétent et communicateur compétent diplômé des États-Unis, où je forme chaque année des jeunes en communication et en leadership à la Fondation Friedrich Ebert. C'est la 4e année maintenant qu'est rendue ce cycle de formation dans le cadre du programme Jeune Leader. Mais à côté de la formation stricto sensu, je suis chercheur, bien entendu, enseignant-chercheur.
Dans cette perspective, j'ai produit déjà avec, pour ce qui est des essais, 4 essais déjà avec l'Harmattan. Le premier était en 2017, le Cameroun à la croisée des chemins vers le développement, les 3 défis de l'émergence. Le deuxième en 2018, libre propos sur le leadership en Afrique, essai des philosophies publiques sur le développement. Je viens de publier décoloniser, là pour 2021, décoloniser la pensée africaine de l'économie, trajectoire épistémologique, itinéraire théorique et pratique. Mais il faut signaler déjà qu'en 2020, j'avais publié un carnet de route né de mon expérience en Afrique du Sud, intitulé Oasis blanc, désert noir, voyage au cœur du mirage sud-africain. Et dans quelques jours, je vais vont paraître en 2 phases, 2 essais philosophiques, 2 essais politiques. Le premier, un avis dans la tourmente, chronique de la vie politique camerounaise 2010-2020. Et celui qui suivra, c'est toujours un avis dans la tourmente, chronique de la vie politique camerounaise 2020-2030, une perspective contemporaine. C'est les 2 ouvrages qui sont dans les bacs qui doivent apparaître dans les jours prochains. Mais déjà, en termes d'ouvrages de spécialité, j'ai un ouvrage qui paraît cette année qui porte sur la définition de l'investissement dans le droit africain, qui est une perspective africaine de la perception de la notion d'investissement, qui essaye d'insister sur la problématique ou la perspective de développement qui est l'un des critères qui tend à être aujourd'hui écarté par la doctrine majoritaire dans les critères de définition de l'investissement. Et mon cours sur politique de concurrence, droit et développement sera aussi publié cette année, en même temps que je vais publier avec l'un de mes étudiants de master un ouvrage de droit international économique et droit international des investissements qui est intitulé « Les barrières non tarifaires et l'investissement direct étranger ». Et de nombreux articles scientifiques. Oui, une pluralité d'articles scientifiques, des articles scientifiques sur la gouvernance publique, dans un ouvrage collectif avec le professeur Viviane Ondoa-Biolé, où j'ai fait une analyse juridique des textes de 2017 portant sur les établissements publics et les entreprises publiques. Un autre article dans le même ouvrage collectif avec le maître, le professeur Jean-Claude Tchoa, intitulé « Les dispositions transitoires » dans les lois du 12 janvier 2017. Mais à côté, une floraison aussi d'articles sur le droit des investissements, les investissements étrangers dans les bassins du lac Tchad, après une conférence à l'Université du Québec. Un autre article portant, qui est paru dans un ouvrage collectif avec le professeur Camteau, le maître Maurice Camteau, le professeur Laurence Boisson de Chazourne, le professeur Makan Bengue, un ouvrage publié le 16 décembre à Manchester, African Perspective of International Law, dans lequel j'ai publié un article intitulé « Les avantages pour l'Afrique de l'arbitrage, moyen prioritaire de règlement des différents d'investissement ». Il y a une pluralité d'articles comme ça qui portent sur une pluralité aussi de domaines, mais le dernier en date qui va sortir à Montréal en principe le mois prochain porte sur efficacité et responsabilité de l'investissement étranger. C'est dans un ouvrage collectif qui porte sur effectivité et responsabilité au Cameroun. C'est un ouvrage collectif et j'y publie un article qui porte sur effectivité et responsabilité de l'investissement direct étranger. Très bien. Le champ du droit international, et plus spécifiquement le droit international économique est un champ véritablement porteur. Que ce soit dans le domaine du droit
international commercial, dans le droit international de la propriété intellectuelle ou dans le droit international de l'investissement. Mais davantage le droit international de l'investissement qui est un domaine assez nouveau dans le cadre du droit international africain, pour reprendre un concept qui est cher au professeur Joseph-Marie Bipounoum, qui a justement publié sa thèse de doctorat intitulée « Le droit international africain, problèmes généraux, règlement des différends », qui a donc systématisé le concept de droit international africain. Dans cette perspective-là, le droit international de l'investissement est un domaine assez porteur. Depuis que j'ai soutenu ma thèse, j'avais été déjà l'un des tout nouveau à soutenir une thèse dans le domaine après le professeur Mwangé Kobila. Le professeur Mwangé Kobila qui a soutenu, professeur titulaire des universités, qui a soutenu sa thèse en 2004 sur l'évolution, le Cameroun et l'évolution du droit international des investissements. Il y a eu le professeur Atancho, professeur titulaire des universités, professeur Atancho, qui a soutenu une thèse de doctorat intitulée The Legal Framework of Foreign Direct Investment in Cameroun en 1998. C'était sa thèse de troisième cycle. Plus tard, je pense en 2000-2001, sa thèse d'État, toujours sur la même thématique. Et le professeur Modi Koko Bébé, qui a aussi soutenu une thèse sur le droit des investissements dans une perspective de droit privé. Pour ça, je suis dans une perspective de common law. Et le professeur Mwangé Kobila dans une perspective de droit international. Il y a déjà une pluralité de thèses ces dernières années qui s'intéressent à la problématique, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a tout le grand domaine des investissements miniers aujourd'hui dans lesquels les pays africains sont résolument engagés, qui mériteraient d'avoir des réflexions plus affinées, à la fois sur les instruments d'encadrement des engagements des différentes parties à l'opération d'investissement, mais aussi toute la nouvelle typologie d'engagement qui existe dans le domaine des investissements aujourd'hui, les engagements, les accords BOT, TOB, toutes ces nouvelles formes de contrats d'investissement aujourd'hui qui nourrissent la littérature, sont des domaines dans lesquels il serait intéressant de travailler. Mais il y a aussi les problématiques en rapport avec le droit des investissements et le droit de l'environnement, avec par exemple les clauses de protection de l'environnement qui sont aujourd'hui intégrées dans les contrats d'investissement et les traités bilatéraux d'investissement, ce qu'une certaine doctrine, en l'occurrence Thomas World, qualifie aujourd'hui des considérations extra-juridiques qui sont intégrées dans les contrats d'investissement. Aujourd'hui, la participation des tiers dans le contentieux de l'investissement, en l'occurrence dans le cadre de ce qu'on appelle amicus curiae, qui sont des modalités qui permettent, par exemple, aux populations riveraines d'apporter leur éclairage dans le déroulement d'une instance, sont des questions qui pourraient nourrir la réflexion en matière de droit des investissements, au-delà des questions classiques sur lesquelles quelqu'un, non loin de moi, a travaillé, les clauses de stabilisation dans les contrats d'investissement, les questions en rapport avec la protection des investissements, les déterminants à l'investissement, qui sont des questions qui sont très usitées, qui sont à la fois travaillées par l'économie, l'économie politique, l'économie de développement, les problématiques en rapport, par exemple, avec les différentes sources des investissements. Toutes ces questions sont abondamment travaillées dans la littérature. Il est difficile d'apporter aujourd'hui un regard véritablement renouvelé de ces questions. Mais la question de l'environnement, de l'interaction entre l'investissement et l'environnement, l'interaction entre l'investissement et les droits de l'homme, c'est les différents domaines dans lesquels j'encouragerais les étudiants à s'intéresser, ce d'autant plus qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'Afrique devient, dans la géographie mondiale des investissements, une destination privilégiée des opérateurs économiques. Le juriste camerounais ne peut pas ne se singularise pas fondamentalement par rapport à la catégorie globale d'universitaires, d'universitaires camerounais. Le juriste camerounais est à l'image des autres universitaires, quel que soit leur domaine, qui subit un peu les contraintes de son environnement. Un environnement où la pensée libre a été fortement bridée, même si ces dernières années, on semble noter
et de façon positive un renforcement de la liberté d'expression des universités. On a vu, on a senti depuis les années Ahidjo, du président Ahidjo, comme une volonté d'immixtion du politique dans l'université, fragilisant ainsi les franchises universitaires qui sont en réalité la condition d'une pensée libre à l'intérieur de l'université intramuros, mais aussi hors de l'université extramuros en termes d'influence de la pensée du juriste sur l'évolution de sa société. Les règles de droit qui sont adoptées trahissent finalement cette faiblesse ou peut-être l'exclusion du politique des juristes pour que ceux-ci puissent apporter leur technicité dans l'élaboration de la règle de droit, quel que soit le domaine qui est pris. Mais aussi au niveau de la vitalité et de la participation du juriste camerounais dans le débat politique. De plus en plus, on voit les juristes intervenir dans l'espace public pour participer au débat, pour clarifier l'opinion, éclairer l'opinion sur un certain nombre de problématiques qui sont particulièrement techniques, dans un environnement qui laisse libre cours aux impostus de toutes sortes. On a souvent pensé que parce que le droit se traduit en français, tout le monde qui parle français peut parler de droit. Mais c'est aussi la même dérive que l'on peut retrouver dans les autres disciplines où l'on tend à nier aujourd'hui la spécialité des spécialistes, tendant à faire croire que tout le monde peut parler de tout. Mais les juristes camerounais, qu'ils soient dans les professions libérales, qu'ils soient des universitaires, qu'ils soient des chercheurs, de plus en plus sortent de l'université pour éclairer l'opinion et la qualité de leurs travaux en dit long. Le problème que nous avons relevé, qui est d'ailleurs à l'origine de l'idée de la mise en place de Wafrika TV, tient aussi au fait que nous avons relevé que de nombreux travaux de qualité existent. Chaque jour, des juristes camerounais, d'ailleurs les universités camerounais, quel que soit le domaine pris en charge, mettent à la disposition à la fois de l'université et de la société une floraison de savoir, de connaissances, dans le cadre du métadiscours, dans le cadre du métadiscours, toute la production scientifique, de la doctrine, tout cela n'est pas suffisamment valorisé et il est bon aujourd'hui que ce travail qui est fait, qui ne profite pas uniquement aux universitaires, mais qui est à vocation de transformation de la société, cette production puisse être suffisamment diffusée afin que l'on sache le travail qui se fait au niveau des universités. Mais il y a une forte avancée, même en termes d'engagement politique des universitaires, et ce n'est que pour le bien de la société.